Partie 4 de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig. Commençons. Mais cette heure est venue. Une fois encore, une dernière fois dans ma vie ravagée. C'était il y a presque exactement 1 an, le lendemain de ton anniversaire. Comme c'est étrange, j'avais pensé à toi toutes ces heures précédentes, car ton anniversaire, je le célébrais toujours comme un jour de fête. J'étais déjà sorti très tôt le matin et j'avais acheté les roses blanches que je te faisais envoyer tous les ans en souvenir d'un moment que tu avais oublié. L'après-midi, j'ai emmené promener le gamin, je l'ai conduit chez Damel à la pâtisserie et l'ai mené le soir au théâtre. Je voulais que dès son plus jeune âge, il vive lui aussi ce jour, sans en connaître la raison, comme une sorte de fête mystique. Le lendemain, j'étais avec mon compagnon de l'époque, un jeune et riche industriel de Brown, avec qui je vivais depuis déjà 2 ans, qui me vénérait, me gâtait, qui comme les autres voulait m'épouser, et auquel, comme les autres, j'opposais ce même refus sans fondement apparent, bien qu'il nous ait couverts de cadeaux, l'enfant et moi, et qu'il fût sympathique avec sa bonté, et un peu étouffante et servile. Nous nous sommes rendus tous les deux à un concert où nous avons retrouvé une joyeuse compagnie, et nous avons soupé dans un restaurant du Ring. Et là, au beau milieu des rires et des plaisanteries, j'ai proposé d'aller danser au tabarin. J'avais toujours été écœuré par ce genre d'endroit où la gaieté est factice et alcoolisée, comme toutes ces fêtes qui se terminent au petit matin, et je m'étais toujours opposé jusqu'alors à ce genre de proposition. Cette fois, pourtant, une force magique et mystérieuse m'a soudain poussé à lancer inconsciemment cette proposition aux autres, tous partant au beau milieu de toutes ces joyeuses excitations. J'ai subitement éprouvé un désir inexplicable, comme si quelque chose de spécial m'attendait là-bas. Habitués à me faire aller danser, habitués à me faire plaisir, ils se sont levés d'un coup et nous sommes allés danser. Nous avons bu du champagne quand soudain j'ai été pris d'une gaieté folle, presque douloureuse, comme j'en avais jamais connu. Je buvais et buvais, chantais en chœur les chansons mièvres du folklore et éprouvais presque un besoin irrépressible de danser et de pousser des cris de joie. Soudain, comme si quelque chose de froid ou de brûlant se posait sur mon cœur, j'étais comme transpercé. Tu étais assis à la table voisine en compagnie de quelques amis et tu m'observais avec un regard qui disait ton admiration et ton désir. Avec ce regard qui m'a toujours bouleversé. Pour la première fois depuis 10 ans, tu m'as regardé de nouveau avec toute la puissance inconsciente et passionnée de ton être. Je tremblais. J'ai failli faire tomber le verre que j'avais levé. Heureusement, mes compagnons de tablée n'ont pas remarqué mon trouble. Il s'est perdu dans le brouhaha des rires et de la musique. Ton regard était de plus en plus brûlant et me plongeait tout entière dans le feu. Mais je ne savais pas si tu m'avais enfin reconnue ou si tu me désirais comme une nouvelle femme, une femme de plus, une étrangère, une inconnue. Le sang m'est monté aux joues. Je répondais distraitement à mes compagnons, tu avais dû remarquer que ton regard avait jeté le trouble en moi. D'un mouvement de tête que les autres n'ont pas perçu, tu m'as signifié de me rendre un instant dans le hall d'entrée. Puis tu as payé l'addition de façon ostensible, pris congé de tes camarades et tu es sorti. Non, sans savoir, une fois encore, fais comprendre que tu m'attendais dehors. Je tremblais de froid, de fièvre, je ne pouvais plus répondre à aucune des questions qu'on me posait, ni maîtriser le sang qui battait dans mes veines comme celui d'une bête traquée. Le hasard a voulu qu'au même moment, un couple de nègres entame une drôle de danse d'un genre tout à fait nouveau qui consistait à claquer les talons sur le sol et à pousser des cris aigus. Tout le monde avait les yeux rivés sur eux, j'ai profité de ces secondes. Je me suis levé, j'ai dit à mon ami que je revenais tout de suite et je suis sorti te rejoindre. Tu étais dans le hall d'entrée. Devant le vestiaire, tu m'attendais. Ton regard s'est éclairé à ma vue. Tu as accouru vers moi en souriant. J'ai vu tout de suite que tu ne me reconnaissais pas, que tu ne reconnaissais pas l'enfant d'autrefois ni la jeune fille. Tu t'es emparé de nouveau de moi comme si j'étais une femme nouvelle, une inconnue. Auriez-vous aussi quelques heures à m'accorder à un moment ou à un autre ? M'as-tu demandé familièrement. J'ai compris, à ta façon si assurée de poser la question, que tu me prenais pour l'une de ces femmes d'un soir qui vendent leur charme. Oui, ai-je répondu avec ce même oui tremblant et pourtant naturellement consentant que la jeune fille t'avait répondu plus de 10 ans auparavant dans cette rue, à la nuit tombante. Et quand pourrions-nous nous voir ? M'as-tu demandé. Quand voulez ? Ai-je répondu.
Je n'avais face à toi aucune honte. Tu m'as regardé d'un air un peu surpris, avec le même étonnement mi-méfiant, mi-curieux qu'autrefois, lorsque la rapidité de ma réponse t'avait pareillement interloqué. Pourriez-vous maintenant ? As-tu demandé un peu hésitant. Oui, ai-je dit. Allons-y. Je voulais récupérer mon manteau au vestiaire. Je me suis alors souvenu que mon ami avait gardé le ticket de garde-robe pour nos 2 manteaux qui avaient été mis ensemble. Retourner le lui demander sans raison précise était impossible. D'un autre côté, renoncer à ce moment que j'allais passer avec toi et que j'attendais tant depuis des années, ça je ne le voulais pas. Je n'ai donc pas hésité une seconde. J'ai passé seulement mon châle par-dessus ma robe de soirée et je suis sorti dans la nuit humide et brumeuse. Sans me soucier du manteau, sans me préoccuper de l'homme bon et affectueux avec lequel je vivais depuis des années et que je faisais passer pour un imbécile aux yeux de ses amis, pour celui que sa régulière quitte au premier sifflement d'un étranger. Alors j'avais conscience au plus profond de moi de la bassesse, de l'ingratitude, de l'ignominie que je commettais envers un ami sincère. Je sentais que j'agissais de façon ridicule. Et que par cette folie, je blesserais mortellement et à jamais un homme plein de bonté. Je sentais que je brisais ma vie en 2. Mais que valait mon amitié ? Que valait ma vie face à l'impatience de sentir de nouveau tes lèvres, de t'entendre prononcer tes douces paroles à mes oreilles ? C'est ainsi que je t'ai aimé. Je peux le dire maintenant que tout est passé. Que tout est fini. Et je crois que si tu m'appelais, je trouverais soudain la force de me lever de mon lit de mort et de partir avec toi. Une voiture attendait devant l'entrée. Nous avons roulé jusqu'à chez toi. J'entendais de nouveau ta voix. Je te sentais tendre et proche et j'étais tout aussi enivré, tout aussi troublé et en proie au même bonheur enfantin qu'autrefois. Dans quel état j'ai de nouveau monté l'escalier pour la première fois depuis plus de 10 ans ? Non, je ne peux pas te le décrire. Ni comment je percevais tout en double à chaque seconde, le passé, le présent dans tout cela, ton être, toi, toujours toi. Des choses avaient un peu changé. Dans ta chambre, il y avait un peu plus de tableaux, plus de livres, ici ou là de nouveaux meubles. Mais tout, pourtant, me faisait signe avec familiarité. Et sur le bureau, il y avait le vase avec les roses, mes roses. Celle que je t'avais envoyée la veille pour ton anniversaire en souvenir d'une femme dont pourtant tu ne te souvenais pas. Que tu n'avais pourtant pas reconnue, y compris en cet instant où elle était toute proche de toi, les mains dans les mains, lèvres contre lèvres. Malgré tout, cela me fait du bien de voir que tu avais pris soin des fleurs, et qu'ainsi un souffle de mon être, une respiration de mon amour flottait autour de toi. Tu m'as brisé dans tes bras, j'ai de nouveau passé chez toi toute une nuit absolument magnifique. Mais même nu, tu ne m'as pas reconnu. Je m'abandonnais comblé à tes caresses expertes et constatais que ta fougue amoureuse ne faisait aucune différence entre une amante et une femme qui vend son corps. Que tu t'abandonnais tout entier à ton désir avec une plénitude dispendieuse, sans réfléchir ni compter. Tu étais si tendre et si doux avec moi la femme que tu avais ramenée d'un cabaret. Si distinguée et si sincèrement attentionnée et dans le même temps si occupée à jouir de la femme. J'ai perçu de nouveau encore, sous l'effet enivrant d'un bonheur ancien, cette dualité singulière de ton être, cette passion experte, intellectuelle, au sein même de la passion sensuelle, qui t'avait déjà aliéné, l'enfant que j'étais. Je n'ai connu dans les caresses d'aucun autre homme un tel abandon, à l'instant présent, une telle éruption et un tel rayonnement de son être le plus profond. Pour s'éteindre ensuite malgré tout dans un oubli infini, presque inhumain, mais moi aussi je m'oubliais. Qui étais-je ici et maintenant dans cette obscurité près de toi ? Étais-je l'ardent enfant d'autrefois ? Étais-je la mère de ton enfant ? Étais-je l'inconnu ? Tout était si familier, si connu, et pourtant si brusquement nouveau dans cette nuit pleine de passion. Je priais pour qu'elle ne prenne jamais fin, pour qu'elle dure toujours. Mais le jour est venu. Nous nous sommes levés tard. Tu m'as invité à prendre le petit déjeuner avec toi. Nous avons bu ensemble le thé qu'une main domestique invisible avait discrètement préparé dans la salle à manger. Et nous avons bavardé. Tu m'as de nouveau parlé avec cette familiarité si franche et si chaleureuse qui t'est propre. Et une nouvelle fois, sans me poser toutes ces questions indiscrètes, sans manifester de curiosité à l'égard de ma personne, tu ne m'as pas demandé ni mon nom ni où j'habitais. Je n'ai pour toi une fois encore que l'aventure, l'anonyme, l'instant brûlant qui, sans laisser de traces, s'évapore dans les fumées de l'oubli.
Tu m'as raconté que tu devais partir en voyage loin, en Afrique du Nord, pour 2 ou 3 mois. En plein bonheur, je me suis mise à trembler car déjà cognaient à mes oreilles les mots « Fini, fini et oublié ». J'aurais voulu me jeter à tes pieds et crier « Emmène-moi pour qu'enfin tu me reconnaisses, enfin, enfin, après tant d'années ». Mais j'étais si timide, si veule, si asservie, si faible devant toi. Je n'ai su que dire « Comme c'est dommage ». Tu m'as regardé en souriant « Ça te fait vraiment de la peine ?» Une violence soudaine s'est alors emparée de moi. Je me suis levé, je t'ai regardé longuement, fixement, et j'ai dit « L'homme que j'aimais est lui aussi toujours parti en voyage. » Je t'ai regardé droit dans les yeux. Maintenant, il va me reconnaître. Tout tremblait, tout se bousculait en moi. Mais tu m'as souri en guise de réponse et tu m'as dit pour me consoler « On revient quand même toujours ?» Oui, ai-je répondu. On revient, mais on a oublié. Il devait y avoir quelque chose d'inhabituel et de passionné dans ma façon de le dire, car toi aussi tu t'es levé, tu m'as regardé avec étonnement, les yeux pleins de tendresse. Tu m'as prise par les épaules et tu m'as dit « Ce qui est bien ne s'oublie pas. Je ne t'oublierai jamais. » En plongeant ton regard au plus profond du mien, comme s'il voulait prendre l'empreinte de mon image. Et quand j'ai senti ce regard s'introduire en moi, cherchant, fouillant, aspirant tout mon être, j'ai cru qu'enfin, s'était rompu le mauvais sort de la cécité. Il va me reconnaître, il va me reconnaître. Toute mon âme tremblait à cette pensée. Mais tu ne m'as pas reconnu. Non, tu ne m'as pas reconnu, jamais je ne t'ai été aussi étrangère qu'en cette seconde, car sinon tu n'aurais pas pu faire ce que tu as fait quelques minutes plus tard. Tu m'avais embrassé, tu m'avais une fois encore embrassé passionnément. J'ai dû remettre de l'ordre dans mes cheveux qui s'étaient décoiffés pendant que j'étais devant le miroir. Là, j'ai vu dans le reflet. J'ai cru que j'allais m'évanouir de honte et d'horreur. J'ai vu que tu glissais dans mon manchon quelques gros billets de banque. Comment ai-je pu ne pas hurler ? Ne pas te frapper au visage, moi qui t'aimais depuis l'enfance, moi la mère de ton enfant, moi tu me payais pour cette nuit ? Je n'étais pour toi qu'une fille de tabarin, pas plus que cela, tu avais réglé la note, tu m'avais acheté, il ne suffisait pas que tu m'oublies, il fallait encore que tu m'humilies. J'ai rapidement ramassé mes affaires, je voulais partir immédiatement. J'avais mal, j'ai attrapé mon chapeau, il était posé sur le bureau à côté du vase et de ses roses blanches, à côté de mes roses. J'étais prise d'une impulsion violente, irrésistible. J'ai voulu tenter une fois de plus de réveiller ton souvenir. Tu me donnerais une de tes roses blanches ? Volontiers, as-tu répondu en les prenant aussitôt. Mais elles t'ont peut-être été données par une femme qui t'aime, ai-je dit. Peut-être, as-tu répondu. Je ne sais pas. Ils m'ont été donnés, mais je ne sais pas par qui. C'est pourquoi je les aime tant. Je t'ai regardé. Peut-être viennent-elles aussi d'une femme que tu as oubliée. Tu m'as regardé d'un air étonné. J'ai soutenu ton regard. Reconnais-moi enfin, criait le mien. Mais tes yeux me souriaient gentiment comme s'ils ne savaient pas. Tu m'as embrassé encore une fois, mais tu ne m'as pas reconnu. J'ai bondi vers la porte car je sentais les larmes me monter aux yeux et il ne fallait pas que tu les voies. Dans l'entrée, j'étais sorti si précipitamment, j'ai failli me heurter à Johan, son domestique. Effrayé, il a fait un bond sur le côté puis il a ouvert la porte pour me laisser passer. Et là, pendant cette infime seconde, entends-tu lors de cette unique seconde, alors que mes yeux pleins de larmes regardaient cet homme qui avait vieilli, j'ai vu une lueur soudaine frémir dans son regard. Dans cette seconde, entends-tu, dans cette unique seconde, le vieil homme m'a reconnu. Lui qui ne m'avait jamais revu depuis mon enfance, j'aurais voulu me mettre à genoux devant lui pour cette reconnaissance et lui baiser les mains. Mais j'ai seulement arraché de mon manchon les billets de banque avec lesquels tu m'avais flagellé et les lui ai mis dans la main. Il s'est mis à trembler et m'a regardé d'un air effrayé. Peut-être a-t-il, le temps de cette unique seconde, deviné plus de choses sur moi que tu ne l'as fait de toi-même de toute ta vie. Tous les hommes m'ont adoré. Tous ont été bons. Il n'y a que toi qui m'as oublié. Que toi, il n'y a que toi qui ne m'as jamais reconnu. Mon enfant est mort. Notre enfant. Je n'ai plus personne au monde désormais à aimer comme je t'aime. Mais qui es-tu pour moi ? Toi qui ne me reconnais jamais. Jamais. Toi qui passes devant moi comme si j'étais de l'eau.
qui ne marche dessus comme sur un caillou, qui n'en finit pas de partir et me laisse dans une attente éternelle. Un jour, je me suis imaginé pouvoir te retenir, toi, l'homme en fuite, avec cet enfant. Mais c'était bien ton enfant. Cette nuit, il m'a lui aussi quitté cruellement pour un autre voyage. Il m'a oublié et ne reviendra jamais. Je suis seul de nouveau, plus seul que jamais. Je n'ai rien. Je n'ai rien de toi. Plus d'enfant, pas une parole, pas une ligne, pas un souvenir. Et si quelqu'un venait à prononcer mon nom devant toi, il ne t'évoquerait rien. Pourquoi ne devrais-je pas me réjouir de mourir, puisque je suis morte pour toi? Pourquoi ne pas partir moi aussi, puisque tu es parti, puisque tu n'es plus là? Non, mon amour, je ne me plains pas de toi, je ne veux pas répandre mon chagrin dans ta demeure pleine de gaieté. N'aie aucune crainte que je te harcèle, encore. Pardonne-moi, il fallait qu'une fois au moins je libère mon âme en cet instant où l'enfant gît là, mort, abandonné, que je te parle une fois, rien qu'une fois. Après quoi je retournerai muette à mes ténèbres, muette comme je l'ai toujours été près de toi. Mais tu n'entendras pas ce cri de mon vivant, c'est seulement quand je serai morte que tu recevras de moi ce testament, celui d'une femme qui, de toutes les femmes que tu as connues, est celle qui t'a le plus aimé, et que tu n'as jamais reconnue, d'une femme qui t'a toujours attendu et que tu n'as jamais appelée. Peut-être finiras-tu par m'appeler, et pour la première fois je te serai infidèle. Dans ma tombe, je n'entendrai plus rien. Je ne te laisse aucune image, aucun signe de ma présence, de ma personne, comme tu ne m'as rien laissé. Tu ne me reconnaîtras jamais, jamais. Que ce qui a été le destin de ma vie soit aussi celui de ma mort. Je ne veux pas te faire venir de ma dernière heure. Je pars sans que tu connaisses mon nom ni mon visage. Je meurs, le cœur léger, car là où tu es, loin, tu ne t'en rendras pas compte. Si que je meurs te faisait mal, je ne pourrais pas mourir. Je n'arrive plus à écrire. Ma tête bourdonne, les membres me font mal, j'ai la fièvre. Je crois que je vais devoir me coucher sans attendre. Peut-être est-ce bientôt la fin, peut-être le destin me sera-t-il au moins une fois favorable et ne serais-je pas obligé de les voir emporter mon enfant. Ah, je n'ai plus la force d'écrire. Adieu mon amour. Adieu, je te remercie. Même ainsi, malgré tout, c'était bien. Je t'en remercierai jusqu'à mon dernier souffle, je me sens bien maintenant. Je t'ai tout dit, tu sais désormais, non, tu devines seulement la force de mon amour. Mais surtout, qu'il ne te pèse pas. Je ne te manquerai pas, cela me console. Rien ne changera dans ta belle, ta lumineuse vie. Ma mort ne te fera rien. Cela me console, mon amour. Mais qui désormais va t'envoyer les roses blanches pour ton anniversaire? Ah, le vase sera vide. Ce souffle infime, cette infime respiration de ma vie qui flottait autour de toi, une fois par an, cela aussi va disparaître. Mon amour, écoute, je t'en prie, c'est la première et la dernière prière que je t'adresse. Fais-le pour moi. Achète, à chacun de tes anniversaires, c'est un jour où l'on pense à soi, achète ce jour-là des roses et mets-les dans le vase. Fais-le, mon amour. Fais-le comme d'autres font, dire une messe une fois par an pour une chair disparue. Moi, je ne crois plus en Dieu et je ne veux pas de messe. Je ne crois qu'en toi et ne veux continuer à vivre qu'en toi. Oh, rien qu'un jour dans l'année, rien que très, très silencieusement, comme j'ai vécu à côté de toi. Je t'en prie, fais-le, mon amour. C'est la première prière que je t'adresse et la dernière. Je te remercie. Je t'aime. Je t'aime. Adieu. Les mains tremblantes, il repose la lettre, puis il réfléchit longuement. Un souvenir embrouillé remonta à la surface, celui d'une petite voisine, d'une jeune fille, d'une femme rencontrée dans un cabaret, mais ce n'était qu'un souvenir vague et confus, comme une pierre qui scintille sans forme au fond d'une eau courante. Des ombres affluèrent, refluèrent, mais aucune image ne s'en dégagea. Il y avait des souvenirs de sentiments et pourtant il ne se souvenait pas. C'était comme s'il avait rêvé de tous ces personnages, rêvé souvent et profondément, mais seulement rêvé. Son regard tomba alors sur le vase bleu posé devant lui sur le bureau. Il était vide. Vide pour la première fois depuis des années le jour de son anniversaire. Un frisson de peur le parcourut. Il lui sembla qu'une porte invisible s'était soudain ouverte et qu'un courant d'air froid venu d'un autre monde s'engouffrait dans l'espace paisible où il se trouvait.
Il sentit une mort. Il sentit un amour immortel. Quelque chose se mit en mouvement au plus profond de son âme, et il pensa à l'invisible, sans l'incarner passionnément, comme à une musique lointaine. Fin de Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig.